Ça commence par un simple acte de vandalisme, un jardin détruit, une clôture brisée. Des choses que beaucoup auraient ignorées, pas Lucie. Ce coin de verdure, elle l'avait bâti pierre par pierre, graine par graine, avec ses mains fatiguées mais obstinées. Ce n'était pas seulement un jardin, c'était un fragment de mémoire, une offrande à son mari disparu, à ses petits-enfants qu'elle élevait seule, à sa dignité. Alors lorsqu'elle voit les bacs renversés, les fleurs piétinées, la clôture arrachée, comme si rien n'avait jamais compté, elle serre les poings, redresse les épaules et décide de marcher jusqu'au commissariat. Elle entre dans le hall du poste de police, vêtue de son manteau gris râpé et de son éternel foulard jaune. Elle s'avance vers le comptoir avec une démarche lente mais déterminée. L'adjoint en service, un jeune homme blanc au regard distrait, relève à peine la tête. Quand il la voit, son expression change. Pas de respect, juste une évaluation rapide, réductrice. Il voit une vieille femme noire, voûtée par les années, les vêtements simples, le ton poli. Il classe, il minimise. Elle explique calmement, raconte le vandalisme, décrit les garçons du quartier qu'elle soupçonne. Mais il ne prend pas de notes. Il lui coupe la parole, soupire, regarde son téléphone, puis il rit. Vous voulez vraiment qu'on mobilise une unité pour quelques mauvaises herbes et une barrière bancale? Il élève la voix, assez fort pour que les autres dans la pièce entendent. Eh bien, mesdames et messieurs, la grande affaire du jour, une clôture cassée, un crime contre l'horticulture. Les rires fusent. Lucie reste droite. Elle ne bouge pas. Elle ne répond pas. Alors il pousse plus loin. Il insinue qu'elle a dû inventer, qu'elle cherche un dédommagement, qu'elle n'a rien d'autre à faire. Il demande si elle prend bien ses médicaments, s'il ne faudrait pas qu'un proche vienne l'aider à remplir ses papiers. Il dit cela avec un sourire, mais chaque mot est un coup de couteau. Lucie encaisse, en silence. Ce n'est pas la première fois qu'on lui parle comme ça. Ce n'est pas la première fois qu'on essaye de la réduire à une caricature. Mais ce que ce jeune adjoint ne sait pas, c'est que Lucie a vu l'Amérique changer et rechuter plus de fois qu'il n'a changé de badge. Elle a marché pour le droit de vote, tenu la main de son mari lors de sa dernière nuit, nourri tout un quartier quand les épiceries fermaient leurs portes. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en face de lui se tient une femme qui a appris, il y a longtemps, que le vrai pouvoir ne crie pas. Il se manifeste dans le calme, dans l'insistance, dans la mémoire collective. Lucie ne crie pas. Elle rentre chez elle. Mais le lendemain, elle revient. Avec des copies de ses photos du jardin, des témoignages de voisins, des articles de presse sur son engagement communautaire. Elle revient encore le jour suivant. Et le suivant. Toujours droite, toujours calme. Elle parle, elle insiste, elle refuse de disparaître. Les autres commencent à regarder, à écouter. Une journaliste locale capte l'histoire. Puis un avocat bénévole. Puis un ancien juge à la retraite qui la reconnaît. L'affaire prend de l'ampleur, pas pour un jardin, mais pour ce qu'elle symbolise. Et un matin, dans ce même commissariat, c'est le jeune adjoint qui est convoqué. On lui montre les images de surveillance. On lit à haute voix ses remarques. On pose des questions. Il pâlit. Il bredouille. Lucie, elle, est assise au fond de la salle, les mains croisées, le regard ferme. Elle ne jubile pas. Elle ne sourit même pas. Parce qu'elle n'est pas venue pour humilier. Elle est venue pour rappeler que le respect ne dépend pas de l'uniforme, que la mémoire ne s'efface pas, et que parfois, ce sont les plus silencieux qui font trembler les murs du pouvoir. Lucie n'a jamais cherché les ennuis. À 69 ans, elle avait survécu à plus de tempêtes que la plupart, sur des terres étrangères comme dans sa propre ville. La vie ne l'avait jamais ménagée, mais elle avait appris à tenir, droite et discrète. Elle connaissait l'odeur de la pluie sur le sol sec, la chaleur des batailles qu'on ne choisit pas, la morsure du regard condescendant, la lenteur de la justice quand on a la mauvaise couleur de peau et pas le bon nom. Elle n'a jamais élevé la voix, même quand elle aurait pu, même quand elle aurait dû. Mais ce matin-là, quelque chose en elle s'est brisé. Pas avec fracas. Non, pas comme un vase lancé contre un mur. Ce fut une cassure silencieuse, sourde, presque imperceptible. Le genre de brisure qui s'accumule au fil des années, des décennies, dans les coins invisibles de l'âme. Une accumulation de soupirs ravalés, de mots retenus, de regards détournés. Ce matin-là, c'était la goutte qui trouait la pierre. Elle se tenait debout dans son jardin, encore en gants de jardinage,
devant la petite serre qu'elle avait construite elle-même, planche par planche, vis par vis. C'était son projet de retraite. Une promesse qu'elle s'était faite après la mort de son mari. Faire pousser de la vie dans un monde qui lui avait tant pris. Chaque tomate, chaque herbe, chaque fleur était une victoire contre le temps, contre l'abandon, contre l'oubli. Mais maintenant, cette serre n'était plus qu'une carcasse. Les vitres éclatées jonchaient le sol, réfléchissant la lumière du matin comme des éclats de glace. Le plastique déchiré, battant dans le vent, ressemblait à une voile naufragée. Les pots brisés, les tuteurs renversés, les outils éparpillés, tout parlait de violence. Pas d'un accident, pas d'un simple acte de malveillance adolescente. Non, quelqu'un avait voulu détruire. Les plants de tomates, qu'elle avait soignés comme des enfants, étaient piétinés dans la terre. Leurs tiges cassées pendaient comme des bras rompus. L'odeur de la terre remuée était forte, presque agressive, une odeur d'intrusion, de profanation. Mais ce qui l'avait figé, ce n'était pas la casse, ni même l'effort cruel que cela avait nécessité. C'était ce qui était peint à la bombe rouge sur sa clôture, en lettres grandes, hâtives, mais terriblement nettes. Reste à ta place. Lucie n'a pas pleuré. Elle n'avait plus pleuré depuis l'enterrement de son mari, des décennies plus tôt. Pas même quand elle avait vendu leur vieille maison, ni quand les lettres de refus pour l'allocation jardinage étaient arrivées une à une. À la place, elle a juste respiré profondément. Une inspiration lente, qui venait de loin, du fond de tout ce qu'elle avait contenu pendant des années. Puis elle a retiré ses gants de jardinage tachés de verre, les a pliés soigneusement et posés sur l'étagère près de la porte arrière. Elle est entrée, a fermé derrière elle. Sa maison était silencieuse, propre, un peu trop rangée peut-être. Elle a marché jusqu'à sa chambre sans allumer de lumière. La lumière du jour suffisait. Elle a ouvert la commode, sorti sa chemise blanche à rayures bleues, celle qu'elle gardait pour l'église, pour les enterrements, pour les visites officielles. Elle l'a secouée, l'a repassée rapidement sur la table à repasser, qu'elle n'utilisait presque plus. Ses mains tremblaient, mais pas à cause de l'âge cette fois. Elle a choisi un pantalon gris, simple, repassé lui aussi. Dans la cuisine, elle a vidé la cafetière dans l'évier, lavé la verseuse et l'a replacée sur la plaque. Un geste de routine, sans penser. Puis, elle a mis ses chaussures, ses bonnes, celles avec les semelles épaisses, a pris son manteau suspendu à la patère et a verrouillé la porte à double tour. Pas parce qu'elle avait peur, non, mais parce qu'on lui avait appris, depuis toujours, que les choses doivent être faites proprement, même quand tout semble sale autour. Personne n'est sorti la voir partir. Les voisins étaient habitués à son silence, à ses allées et venues tranquilles. À son âge, on devient invisible. On vous regarde à peine. On suppose que vous allez au marché ou chez le médecin. Mais Lucie marchait droit, sans sac, sans distraction, avec la lenteur déterminée de celle qui sait exactement où elle va. Les 3 kilomètres jusqu'au poste de police se sont faits en silence, ponctués par le bruit régulier de ses pas sur l'asphalte, le sifflement lointain d'un train, quelques chiens qui ont aboyé derrière des grilles. Un jeune homme sur un vélo électrique a failli la frôler, sans un mot, sans un regard. Elle ne s'est même pas arrêtée. Elle aurait pu appeler. Il y avait un vieux téléphone fixe à la maison, et même un portable à clapet qu'elle utilisait parfois pour les urgences. Mais elle savait que parfois, il fallait se présenter. Se tenir debout, exister. Pas juste comme un nom sur un formulaire, mais comme une présence qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Le commissariat de Levrac était une bâtisse carrée, sans charme, au coin de l'avenue centrale. Peinture écaillée, vitres rayées, caméra de surveillance pointée vers l'entrée comme un œil fatigué. Lucie a poussé la porte. À l'intérieur, l'air était tiède, saturé d'odeurs de désinfectant, de café rassis et de papier poussiéreux. Les néons bourdonnaient au plafond. Certains clignotaient faiblement. Derrière le comptoir, l'adjoint Rémi Dolan était affalé sur son siège, les pieds posés sans gêne sur le bureau, un cure-dent au coin de la bouche, le regard rivé à un écran. Il n'a pas levé les yeux tout de suite. Puis, il l'a vu approcher. Lentement, il a ôté un écouteur d'une oreille, sans se lever, sans sourire, sans même une formule de politesse. « Ouais » a-t-il lancé, d'un ton las, comme s'il prenait une commande de frites. Lucie a posé ses 2 mains sur le bord du comptoir. «
Je viens signaler un acte de vandalisme chez moi. Rémi Dolan a soufflé bruyamment, un soupir exagéré, agacé, comme si elle venait de l'interrompre dans une opération critique de contre-espionnage. Il a redressé légèrement sa chaise, puis s'est penché sur elle, comme s'il voulait bien accorder quelques secondes de sa précieuse vie. « Quel genre » a-t-il demandé en plissant les yeux. « On a dessiné un bonhomme triste sur votre clôture. On a détruit ma serre et écrit un message haineux. » La voix de Lucie était calme, mais chaque mot était taillé dans la pierre. L'adjoint Dolan haussa les sourcils sans intérêt réel. Il fit tourner son cure-dent entre ses dents. « Et qu'est-ce qu'ils ont écrit » Lucie baissa les yeux. Elle avait revu ses lettres rouges toute la nuit, même en fermant les paupières. Elles flottaient dans l'obscurité comme des braises vivantes. Je préfère ne pas répéter. Il se pencha un peu, comme s'il allait insister, puis renonça. « D'accord. Et vous habitez où » Elle énonça lentement son adresse, en articulant chaque chiffre. Il nota mollement, puis esquissa un sourire en coin. « Ah, là-bas. C'est pas nouveau, les ennuis là-bas. » Lucie releva la tête, le regard dur. « J'y vis depuis 40 ans. J'ai enseigné dans cette ville. J'ai élevé 2 enfants là. » Il haussa les épaules, comme on balaie une miette. « Le passé finit toujours par vous rattraper. » Elle serra les dents, la mâchoire crispée. « Je voudrais déposer une plainte. Je ne demande pas des miracles. Juste qu'on prenne ça au sérieux. » Il poussa sa chaise vers l'arrière et se leva lentement, chaque mouvement teinté d'un mépris délibéré. Il s'étira, fit craquer son cou, puis se pencha sur le comptoir. « Vous les gens, vous pensez toujours qu'on vous doit quelque chose, que le monde vous doit une réparation pour chaque offense. Mais c'est pas mon boulot de surveiller les plants de tomates d'une retraitée. » Lucie ne bougea pas. Elle le regarda droit dans les yeux. « Ce n'est pas les tomates, c'est le respect. » Il eut un rire bref, sec. Il s'approcha, ses rangées claquant sur le lino. Il se planta devant elle, assez près pour qu'elle sente l'odeur de café tiède et de sarcasme. « Vous avez servi, vous aussi, en tant que cantinière peut-être, ou secrétaire dans un bureau de vétérans ?» Lucie ne répondit pas. Ses doigts tremblaient légèrement sur le comptoir, mais son regard ne vacilla pas. Il ricana comme satisfait d'avoir touché une corde sensible. Il recula d'un pas et croisa les bras, fier de sa petite provocation. Lucie tourna les yeux vers le mur, là où pendait un calendrier froissé, une horloge arrêtée depuis des semaines, et un panneau poussiéreux indiquant « Service, intégrité, justice ». Elle inspira profondément. Puis elle demanda, d'une voix basse mais posée, « Si vous ne pouvez pas m'aider, qui peut ?» Le sourire de Dolan se glaça. Il s'appuya à nouveau sur le comptoir, les yeux brillants d'un éclat désagréable. « Personne. » Il fit claquer sa langue contre son palais, comme s'il goûtait le mot. « Et si j'étais vous, je repartirais vite avant que vous ayez une vraie raison de vous plaindre. » Mais Lucie ne bouge pas. Pas d'un millimètre. Elle n'a même pas cligné des yeux. Quelque chose en elle, vieux comme le temps, refusait de reculer. Ce n'était pas de l'orgueil, ni de la naïveté. C'était cette dignité enracinée qu'on ne lui avait jamais reconnue, mais qu'elle portait quand même, jour après jour. Elle avait survécu à bien pire. Les coups durs, la guerre, la pauvreté, les enterrements silencieux, les lettres jamais ouvertes. Mais aujourd'hui, c'était différent. Il y avait dans cette journée une ligne invisible qu'on venait de franchir, une limite qu'on pensait lointaine et qu'on retrouvait soudain sous ses pieds. Et elle, debout, droite, au milieu de cette pièce fade et glaciale, n'avait plus rien à céder. Son silence n'était pas de la faiblesse, c'était un bouclier. Et Dolan, avec tout son mépris déguisé en autorité, s'est heurté à quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il a détourné les yeux un instant, comme pour briser cette tension qu'il n'avait pas anticipée. Puis, sans un mot, il a tendu la main derrière le comptoir et saisi une bombe de peinture noire. Une de ces bombes saisie lors d'un contrôle, laissée là comme un trophée minable. Il enleva le capuchon d'un geste sec, presque théâtral, puis secoua la bombe. Le cliquetis métallique du mélangeur à l'intérieur a rompu le silence comme un avertissement. Sec, tranchant, menaçant. Lucie ne bougea toujours pas. Même quand il s'est approché, la bombe en main, un sourire au coin des lèvres. « Peut-être que ça vous aidera à vous faire remarquer, » lança-t-il, la voix tranchante, presque joyeuse, comme un gosse avant une mauvaise blague. Il leva la bombe sans hésiter.
Elle sentit l'air changer autour d'elle, puis le sifflement aigu fendit la pièce, strident, presque douloureux. Un souffle froid, chimique, la percutait. La peinture la touchait comme une gifle liquide. Elle sentit d'abord le froid sur son menton, puis le ruissellement le long de son cou sur sa poitrine. Sa chemise blanche à rayures bleues, repassée avec soin, se teinta de noir en larges zébrures. Ses mains ridées, qui avaient tenu des livres, des enfants, des outils de jardin, furent elles aussi maculées. Le monde autour d'elle devint silencieux, comme s'il retenait son souffle. Delan recula d'un pas, puis deux, observant son œuvre avec une satisfaction crue. Voilà, comme ça on vous verra bien. Personne n'a parlé. Pas un mot, pas une excuse, pas même une respiration un peu trop forte. Le temps semblait s'être figé, suspendu entre la violence tranquille de ce qu'on venait de faire et l'incapacité collective d'en assumer le poids. Une femme près du distributeur d'eau, une civile en train de remplir un gobelet en plastique, a détourné le regard, honteuse sans le vouloir, comme si la peinture pouvait éclabousser aussi sa conscience. Un jeune adjoint, sans doute encore en période probatoire, s'est levé de sa chaise et a disparu dans le couloir sans demander son reste. Il n'avait pas été élevé pour ça. Lucie, elle, n'a pas réagi tout de suite. Elle a levé lentement la main, comme si ce geste appartenait à quelqu'un d'autre. Ses doigts ont effleuré sa joue. Le froid de la peinture commençait à se dissiper, remplacé par la sensation désagréable du plastique en train de sécher, de tirer sa peau fine. Elle a regardé ses doigts. Ils étaient noirs, noirs comme le goudron, comme la nuit, comme l'encre de tous ces rapports jamais écrits. Puis, elle s'est assise, calmement. Elle a tiré la chaise derrière elle, avec le même soin qu'elle mettait à tirer la chaise de son mari, autrefois, quand il rentrait du jardin, fatigué mais content. Elle ne dit rien. De son sac, elle a sorti son vieux téléphone à clapet. Il n'était pas connecté à Internet. Pas de caméra, pas d'application. Juste un écran monochrome et un répertoire limité. Elle l'a ouvert, a appuyé sur une seule touche. La première. « Jérémia ?» Sa voix était basse, mais nette. À l'autre bout, une voix jeune, inquiète, s'est immédiatement fait entendre. « Mamie, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a hésité. Pas parce qu'elle ne savait pas quoi dire, mais parce qu'elle refusait de prononcer l'évidence. La peinture sur sa peau, l'humiliation, la solitude, tout ça, il le sentirait sans qu'elle ait besoin de le dire. « Tu peux passer au commissariat ? Pas urgent. Je voulais juste entendre ta voix. » Un bref silence, puis une réponse ferme. « J'arrive. » Elle a refermé doucement le téléphone, le remit dans son sac et croisa ses mains devant elle. Le plastique collait entre ses doigts, mais elle ne les bougea pas. Elle resta là, immobile, digne, la peinture séchant lentement sur sa peau, transformant chaque ride en une cicatrice visible. Delan jetait des coups d'œil nerveux maintenant. Il avait reculé derrière le comptoir, comme si la distance pouvait effacer ce qu'il venait de faire. Son regard n'était plus moqueur. Il était trouble, gêné, inquiet. Le silence de Lucie était devenu insupportable. Ce n'était pas un silence creux, vide. C'était un silence plein, dense. Il remplissait l'espace comme une vérité qu'on ne pouvait plus repousser. Puis la porte s'est ouverte. Elle n'a pas tourné la tête. Elle savait. Elle avait reconnu le rythme des pas, la cadence calme et assurée de celui qu'elle avait aidé à marcher droit autrefois, quand il était encore petit et que le monde semblait plus juste. Jérémia est entré. Grand, solide, son visage fermé comme un coffre, ses yeux brûlants de calme maîtrisé. Une barbe taillée court, une veste civile foncée sur une chemise claire. Il ne portait pas d'uniforme, mais chaque fibre de son corps portait l'autorité. Il n'a pas crié, il n'a pas demandé d'explication, il n'a pas regardé autour, il est allé droit vers elle. Il s'est arrêté devant sa chaise, puis s'est agenouillé, son genou a touché le carrelage. Il a posé une main sur son épaule, ferme, respectueuse, présente. « Mamie !» Elle l'a regardé. Il ne m'a même pas vu, juste ce qu'il voulait haïr. Il a serré la mâchoire. Il va voir maintenant. Il s'est redressé, s'est tourné vers Delan. « Je suis l'homme qui va vous rappeler que vous n'auriez jamais dû la traiter comme ça. »« Vous la menacez ?» Jérémia a sorti son badge. « Inspecteur fédéral, Cole, ministère de la Justice. Vous voulez tester mes menaces? Allez-y. » Delan a blêmi. Le lieutenant Morel est arrivé peu après, alerté par le jeune adjoint. Lorsqu'il a vu Lucie, il s'est figé. « Mon Dieu !» Jérémia a parlé calmement. «
Votre adjoint a agressé une vieille femme dans votre commissariat en public. Morel a exigé les vidéos, le témoignage du personnel. L'enquête a commencé aussitôt. Lucie n'a rien demandé de plus, juste un dossier, une reconnaissance. Quand ils sont rentrés chez elle, Jeremiah a aidé à laver la peinture, mais elle a dit « Laisse un peu, qu'il voie ». Le lendemain, les voisins sont venus, un par un, certains avec des planches, d'autres avec des plans. Une femme a apporté des meuffins. Un adolescent a demandé s'il pouvait aider à creuser. Même ceux qui étaient restés silencieux sont revenus. Ils ont reconstruit le jardin, la clôture et quelque chose de plus grand. Une semaine plus tard, le chef de la police a tenu une conférence de presse. L'adjoint Dolan est renvoyé, sans appel. Ce que Madame Lucie a subi est inacceptable. Un mois plus tard, le conseil municipal votait la création d'un comité citoyen de surveillance. Et quelques mois plus tard, ils ont inauguré un centre communautaire au nom de Lucie. Elle n'a pas prononcé de discours. Elle a juste coupé le ruban, doucement, en silence, les yeux humides. Et sur le mur du hall d'entrée, une plaque disait simplement « Parfois, la dignité fait plus de bruit que la rage ». Lucie est retournée à son jardin. Elle n'a pas cherché les caméras. Elle a juste remis les mains dans la terre. Un garçon est venu l'aider. Il a dit « Je veux être comme vous ». Elle lui a tendu une petite pelle. « Alors, commence maintenant ». Et ensemble, ils ont planté. Pas seulement des graines, mais une histoire, une mémoire, une force tranquille qui allait durer.